J'ai Voilà, mis mon micro, voilà. super. Oui, donc je disais bonjour à tous et en particulier à tous ceux de la SF Coach que j'ai pas vu depuis longtemps et que je connais. Merci de m'avoir sollicité sur ce sujet qui peut paraître pas très sexy, si je puis dire, en cette période sombre, et pour autant que je trouve effectivement très intéressante à explorer, étant donné que cette crise, justement, fait affleurer l'angoisse, peut-être plus que d'habitude, et nous amène à réfléchir à ce qu'elle est, alors qu'elle est finalement inhérente à la vie. Alors, juste un petit mot pour ceux qui ne me connaissent pas. Vous savez que je suis à la fois, depuis longtemps, consultante en ressources humaines, psychothérapeute, psychanalyste, psychosomaticienne, psychosociologue, bon voilà, divers psy, spécialiste beaucoup des risques psychosociaux et formatrice en psychopathologie, superviseuse de coach, enfin bon, tout ce que l'on fait quand depuis 40 ans on travaille dans ce milieu. Je suis donc basée à Montauban où je continue mes diverses activités. Voilà, pour ce qui me concerne. Alors évidemment, je ne sais pas, je ne vous connais pas tous et je ne sais pas quels sont vos degrés de connaissances, réflexion, expérience sur le sujet, mais d'après les noms que j'ai pu voir, je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui sont très, très déjà au fait d'un certain nombre d'éléments qui peuvent éclairer l'angoisse. Alors j'espère que je ne vais pas enfoncer des portes trop connues. Et donc j'essaierai de passer un peu vite peut-être sur les notions dont je pense qu'elles sont assez connues. En revanche, je m'attarderai plus. C'est pour ça qu'il y a ce temps un peu long là sur la théorie, parce que tout le monde n'en est pas obligatoirement spécialiste. Juste un petit mot encore sur cette introduction. Vous savez tous qu'on traverse une crise vraiment plurielle et vous savez tous que nous sommes déséquilibrés, bouleversés par cette situation, alors que nous, humains, nous avons toujours besoin de repères, de réponses à nos questions existentielles et de nourriture affective, de donner du sens à notre vie. Donc tout ça est profondément bousculé actuellement par cette imprévisible qui a fait irruption et en plus on est toujours dans une incertitude forte qui grève notre lendemain, donc difficile d'anticiper. J'ai vu qu'il y avait une question sur comment anticiper dans les périodes de crise et de stress. Eh bien, c'est là où nous n'avons pas toujours de boule de cristal. On peut avoir des intuitions, on peut faire de la veille entre nous, mais nous sommes justement confrontés à quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'imprévisible. Et donc, toutes nos certitudes, nos croyances peuvent vaciller et nous pouvons nous sentir dans du danger. Ce qui accentue le déséquilibre, c'est que nous sommes dans une société de l'immédiateté. Nous aimons avoir des réponses rapides et actuellement, eh bien, nous sommes plutôt frustrés quand nous n'avons pas les masques, les droits de sortir, etc. Or, l'immédiateté est en général une réponse justement à l'angoisse. Je voulais aussi signaler, mais vous êtes sans doute assez coutumier du sujet, la problématique du changement. Vous savez que tout changement, surtout quand il est rapide et violent et dans tous les domaines, nous déséquilibre fortement. Il y a une rupture d'homéostasie et engendre des pertes. Alors je reviendrai sur la question des pertes au cours de mon intervention. Et vous savez que tout ça nous met dans des états de déséquilibre, justement, susceptibles de générer de l'angoisse. En plus, nous pouvons nous sentir moins protégés par l'État-providence, qui ne tient pas obligatoirement ses promesses, par la science, qui paraît finalement sujette à incohérence, à contradiction, et donnant peu de certitude. Donc finalement, ces garde-fous que nous avions finalement fantasmés comme puissants sont assez écornés. Nous perdons un peu confiance dans l'autorité, un peu dans la légitimité des décideurs. Donc tout notre système qui nous permettait à peu près de tenir en équilibre, eh bien, nous fait tomber nos protections et nous nous retrouvons un peu comme le roi nu. Nous sommes un peu des rois nus en ce moment et dans un contact avec la mort dont il va falloir parler puisque l'angoisse a quelque chose à voir avec ce thème-là.
Et pourtant, on sait que l'être humain a un désir d'éternité et d'immortalité qu'il n'arrive pas toujours, loin s'en faut, à satisfaire, et surtout pas en ce moment. Hein. D'où des sentiments de désarroi. Alors le mot angoisse, il est pluriel et certains vont appeler ça anxiété, frayeur, épouvante, panique. Enfin voilà, il y a toutes sortes de termes que je définirai plus tard. Et en tout cas, il s'agit d'une sorte de déchaînement, d'une violence intérieure qui est provoquée par l'irruption de plusieurs affects. Hein. C'est une définition là un peu générale, mais pour l'introduire, ce sujet, je voulais vous citer deux vers, même pas, c'est un vers d'un poème de Charles Baudelaire dans Spleen numéro 4 des Fleurs du Mal, et qui dit « L'angoisse atroce, despotique, sur mon crâne incliné, plante son drapeau noir ». Et je trouve que cette phrase de Baudelaire rend très bien compte de l'inscription de l'angoisse dans le corps, dont on commençait à parler tout à l'heure. Or, notre société contemporaine a plutôt tendance à gommer, d'une part, l'affect d'angoisse. On le verra à propos de ce qui concerne le monde professionnel, entre autres, à gommer donc l'angoisse et à gommer le corps. Donc tout ça doit nous donner des pistes, des réflexions. En ce moment, avec les technologies, les réseaux virtuels, etc., nous tentons de maintenir du lien et d'écarter l'angoisse, de la solitude, etc. Mais on peut penser que ce n'est que des pis-aller parce que le corps manque en bonne partie, en tout cas. Hein. Alors, le plan vous a été énoncé. Je ne sais pas si à ce stade, je fais une mini-interruption, si Sophie a déjà beaucoup de questions ou remarques à gérer. Sinon, j'enchaîne donc sur la théorie de l'angoisse. Sophie, est-ce que tu peux enchaîner? Oui. Tu peux enchaîner, oui, Marie-Josée. Je peux enchaîner, d'accord. Oui, alors, donc là, je vais aller dans les définitions théoriques et dans les diverses approches. Déjà, sur le plan de l'étymologie, angoisse, ça vient de angustia en latin, qui veut dire serrement, oppression, resserrement. Donc, vous voyez qu'il y a une étymologie commune avec le stress, hein, puisque le stress a à voir avec serrer aussi, avec l'idée d'étroitesse. Hein. Et en médecine, on parle de l'angor, de l'angine de poitrine, qui se situe au niveau de l'épigastre, de la poitrine, avec une sensation douloureuse d'oppression. Ce qui signe l'angoisse, c'est principalement cette idée de resserrement, mais associée à de l'inquiétude, à de l'affliction. Cette question de l'angoisse, finalement, elle a plusieurs sens, plusieurs approches. Certains se centrent sur une approche plutôt psychométaphysique avec une dimension philosophique. Donc, vous avez des grands philosophes qui se sont penchés sur le thème de l'angoisse existentielle. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Qu'est-ce que l'éternité? Qu'est-ce que le néant? Qu'est-ce que la mort? Donc, dans l'angoisse, il y a toujours cette dimension philosophique sur laquelle il est compliqué d'apporter des réponses. Donc, il y a des philosophes comme Jean-Paul Sartre ou Saint-Augustin, Blaise Pascal, qui se sont penchés sur le sujet. Mais il y a aussi des psychologues qui se sont penchés sur le sujet, comme Jeanneney, par exemple, et puis aussi beaucoup les psychanalystes dont je vous parlerai tout à l'heure, Sigmund Freud, Lacan, Jacques Lacan, Théodore Reich, par exemple, ont largement étudié le sujet. Donc, vous avez bien compris qu'en philosophie, ça porte sur la condition humaine. Alors, je vous ai quand même choisi une petite citation de Georges Gusdorf qui se réfère au philosophe Kierkegaard et qui dit « L'angoisse désigne cette conscience, le mot est très important, de notre destinée personnelle qui nous tire à chaque instant du néant en ouvrant devant nous un avenir où notre existence se décide. » Donc, vous voyez bien qu'avec cette période de risque de maladie et de mort, hein, certains peuvent être dans cette angoisse-là. Jean Brun écrit dans l'Encyclopædia Universalis un article sur l'angoisse et il dit « L'angoisse n'est peut-être pas une maladie,
mais c'est la conscience qui en est une, dans la mesure où elle est le véhicule, dit-il, d'une déroute dramatique. Donc ces mots sont intéressants à entendre, alors que quand c'est abordé sur le plan de la psychopathologie, les définitions ne sont pas tout à fait de même nature. Par exemple, définition classique en psychopathologie, l'angoisse concerne un état de mal-être, de déplaisir, qui se manifeste par une sensation interne de pression et de resserrement. Donc on retrouve cette idée de resserrement ressenti au niveau du corps, mais qui est aussi accompagnée, là au niveau mental et émotionnel, d'une crainte de malheur ou de mort imminente, contre lesquelles le sujet se sent impuissant. Donc vous voyez, il y a l'idée de l'imminence de la mort, l'idée de se sentir impuissant et d'une sensation dans le corps. Et finalement, on pourrait dire que l'angoisse n'est pas un signe psychopathologique, mais que c'est le miroir d'un ensemble de phénomènes affectifs. Mais si elle est trop fréquente, bien sûr, elle devient un symptôme, voire un syndrome, qui peut se présenter une anxiété généralisée. De même que l'absence d'angoisse peut être alarmante. Vous avez pu constater du déni massif par rapport à la maladie chez certains grands dirigeants, aux États-Unis, en Amérique latine, etc., dont la personnalité est vraisemblablement relativement narcissique, infantile dans cette toute-puissance et ce sentiment d'invulnérabilité et d'immortalité qui certainement les caractérise et qui agissent plutôt selon le principe de plaisir et en tenant que très partiellement compte du principe de réalité. Donc on voit bien que le déni aussi peut marquer des personnalités. Donc, vous avez compris que l'angoisse de mort, en fait, elle est inhérente à la vie et elle est à travailler, alors selon les philosophes stoïciens, par une acceptation tranquille des événements et de l'idée de la mort, mais on n'est pas tous des philosophes stoïciens. Certains de nos contemporains voudraient que la mort n'existe plus, les transhumanistes veulent nous rendre éternels, mais jusqu'à présent, on doit encore être dans un questionnement sur la vie et la mort qui devrait nous maintenir en éveil et donc en questionnement. Alors la psychanalyse freudienne, que dit-elle du sujet ? Elle dit que c'est un concept métapsychologique qui est en lien avec la notion de refoulement. Et donc l'angoisse serait la manifestation, le signal d'un conflit intrapsychique. Alors pour ceux qui ne sont pas spécialistes de la psychanalyse freudienne, je rappellerai que la seconde topique freudienne qui décrit les trois instances, le surmoi plutôt interdicteur et excusez-moi, il y a quelqu'un qui passe. Le surmoi plutôt interdicteur qui nous dit tu ne dois pas, il faut, avec l'autre instance psychique qui revendique son plaisir, le ça pulsionnel, qui veut sa jouissance, et lui qui dit j'ai envie. Alors donc vous avez le surmoi qui dit faut pas, le ça qui dit j'ai envie, et donc notre moi qui est censé nous maintenir dans le réel, eh bien doit faire de l'arbitrage et faire donc des productions de compromis. Et ces éléments de compromis, on les appelle des mécanismes de défense qui nous aident à nous maintenir dans le réel. Le problème, c'est quand ces mécanismes de défense sont très attaqués, eh bien là, l'angoisse peut apparaître massivement et nous sommes inégaux dans notre construction psychique pour pouvoir nous maintenir face aux assauts de l'angoisse avec nos mécanismes de défense. Alors ces mécanismes de défense, ils sont très, très nombreux. Ça peut être aussi bien que rire, faire de l'humour, que partir dans la rêverie, que surtout d'être dans le refoulement ou dans des comportements obsessionnels. Enfin, on peut avoir
toutes sortes de manifestations des mécanismes de défense. Et j'y reviendrai parce qu'en tant que coach, on nous demande d'ailleurs de travailler sur ces mécanismes de défense qui montrent des comportements un peu excessifs. Donc, problématique du refoulement. Dans l'approche d'un autre cadre de référence, le behaviorisme, donc c'est l'approche comportementale, là, on définit les choses un petit peu différemment en disant que l'angoisse est un comportement lié à une émotion durable de peur sans objet externe clairement identifié. Ce qui est très important dans la question de l'angoisse, c'est le fait que nous n'arrivons pas aisément à identifier ce qui provoque ce sentiment de resserrement. S'agit-il de la peur de mourir? S'agit-il de la peur d'être contaminé? S'agit-il de ne pouvoir accompagner les siens, de ne pas être présente à l'accouchement de sa fille ou que sais-je? En tout cas, l'objet externe est mal identifié. Et alors qu'on peut penser que dans le stress, on sait un peu mieux de quoi il en retourne. C'est moins profond, on pourrait dire. La crise d'angoisse, elle va quand même se manifester au niveau somatique bien souvent, comme un peu dans le stress, où notre système neurovégétatif est déséquilibré. Et donc, ça peut se manifester, la crise d'angoisse, par des palpitations, de la transpiration, des tremblements, des douleurs thoraciques, de la nausée, du vertige, ou bien un sentiment d'irréalité, ou de devenir fou, ou des sensations d'engourdissement, des frissons, des pleurs, de la fatigue. Enfin, là aussi, la gamme est très large selon les personnes de réaction à une poussée comme ça de l'angoisse. 4 des symptômes dans cette liste laissent à penser qu'il s'agit d'une crise d'angoisse, et cela c'est plutôt décrit dans l'approche psychiatrique du DSM-5, cet ouvrage de référence pour les psychiatres, où sont classés les éléments. Et d'ailleurs, l'angoisse apparaît plutôt sous le titre de trouble de l'anxiété et somatoforme. Donc le soma, le corps, qui prennent forme dans le soma. Alors on peut trouver bien sûr une conversion de l'angoisse dans le corps, dans certains cas il va s'agir de ce qu'on appelle la névrose hystérique. Alors, par exemple, si je prends l'exemple de la pandémie, certaines personnes, dès qu'elles sont dans le métro et qu'elles voient quelqu'un qui est proche d'elles, qui tousse et qui les touche, eh bien, peuvent subitement avoir des malaises importants sous l'effet de l'angoisse de mort qui ne se formule pas obligatoirement à ce moment-là, parce que le mental peut être dans un état de sidération. Mais il n'empêche qu'il y a cette sensation de malaise. Quelqu'un me racontait récemment avoir mis son masque, ses gants, rentré dans un marché couvert où il n'y avait strictement personne. À l'instant où elle y a mis le pas, elle a cru qu'elle allait s'évanouir. À peine revenue dans sa voiture en urgence, le symptôme avait totalement disparu. Donc, on voit bien qu'il y a ces manifestations somatiques. Alors, pour revenir à Freud, il nous dit justement que tout ça est plutôt inconscient. Et il donne 3 hypothèses. Il dit que soit c'est lié à un affect de nature sexuelle qui est lié à une représentation refoulée et qui est transformée en angoisse. Par exemple, le risque de passage à l'acte incestuel. On sait qu'en période de confinement, ce risque-là pouvait être accru avec les enfants, qu'il y a eu de la maltraitance d'enfants. Et on peut imaginer que certains ont eu beaucoup de mal à résister à cette pulsion qui devait engendrer des forts sentiments d'angoisse, et on ne sait pas exactement jusqu'à quel point ils ont su résister à cette pulsion incestuelle. L'angoisse, selon Freud, peut être tout simplement due à l'imminence donc d'un danger interne, c'est-à-dire par exemple quelqu'un dans le métro tousse et il est très proche de nous, il ne respecte pas la distanciation sociale, et à ce moment-là, nous sentons que notre vie pourrait être menacée et nous avons envie d'agresser la personne.
Mais comme nous sommes des personnes bien éduquées, nous tentons de contrôler notre agressivité, hein, mais voilà, le moi fait ce qu'il peut pour limiter la poussée d'excitation pulsionnelle. Freud dit aussi qu'il peut s'agir d'une angoisse automatique, d'une sorte de réaction spontanée de l'organisme devant une situation traumatique possible, comme rentrer dans un hôpital où le virus est là et où on voit beaucoup de gens qui en meurent. Bon, voilà, c'est un mécanisme automatique. Mais quoi qu'il en soit, cette idée du refoulement est importante puisque l'angoisse à ce moment-là se développe à l'intérieur de nous et elle va être substituée par un symptôme. Et donc l'angoisse, c'est le vecteur du refoulement des pulsions primitives, sexuelles, agressives, d'autoconservation. Hein, donc tout ça a toujours à voir avec Eros et Thanatos, avec la pulsion de vie et la pulsion de mort. Alors, un petit point, justement, puisque je parle du refoulement, je voudrais rappeler que nous sommes passés d'une économie psychique en France qui était plutôt organisée par le refoulement et que depuis quelque temps, on va dire qu'on est plutôt dans une économie psychique organisée par l'exhibition de la jouissance, où on lâche les pulsions. Par exemple, on s'exhibitionne sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est une difficulté aussi de notre époque, d'autant plus que l'autorité qui a longtemps présidé dans la période où dominait le refoulement, l'autorité ne fait plus son œuvre de contenir l'angoisse, ce qui d'ailleurs est assez anxiogène quand on sent qu'il n'y a pas l'autorité nécessaire pour contenir l'angoisse. Alors, en 1917, Freud écrivait dans une conférence sur l'angoisse que c'est une réaction, somme toute normale, face à une situation perçue comme dangereuse et qui va se traduire, comme pour le stress, par 3 réponses: la fuite, la défense ou l'attaque. Hein, vous connaissez ça. Et donc, c'est l'instinct de conservation. Il dit que tout ça est lié à quelque chose qui est commun à l'être humain, hein, que c'est la conscience du danger. Bon, mais que c'est surtout lié à notre sentiment de savoir. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait de la maladie? Qu'est-ce qu'on sait des vaccins? Qu'est-ce qu'on sait des solutions économiques? À l'idée de savoir. Et c'est beaucoup lié aussi à notre sentiment de puissance face au monde extérieur. Et là, nous sommes très inégaux dans nos capacités à ressentir de la puissance face au monde extérieur. Ce sera certainement un sujet à travailler avec nos clients en coaching, parce que certains ont des grandes fragilités psychiques et narcissiques, et certains ont des biais cognitifs, ont tendance à traiter les stimuli négatifs de façon préférentielle, et même ceux qui sont non pertinents. Par exemple, à un moment, tout le monde s'est enflammé sur la question de la vingtaine d'enfants qui auraient peut-être été atteints par le Covid et qui, somme toute, relevaient plutôt d'une autre pathologie, le Kawasaki. Hein, mais certains se sont arrêtés à ça, hein, et du coup, ça a engendré de l'angoisse. Et puis ces personnes-là ont tendance à développer des croyances et des peurs anticipatrices de type catastrophique, apocalyptique. Et là aussi, il y a à remettre de la rationalité et aider à contenir ces angoisses apocalyptiques. En 1926, Freud, dans un article nommé « Inhibition, symptômes et angoisse », donc dit que cette réaction de danger face à l'extérieur est une incontournable rencontre, inhérente à la vie même, et qui génère des vacillements, des effondrements de l'être psychique. Alors, il développe les différentes natures d'angoisse, par exemple l'angoisse de castration, lorsque nous n'avons pas quelque chose qui nous protège, qui nous donne de la puissance. Par exemple, nous n'avons pas la possibilité de teindre nos cheveux blancs et nous avons une angoisse narcissique. Ou bien nous n'avons pas l'ordinateur super puissant pour faire les super visioconférences et ça nous angoisse. Ou bien nous n'avons pas le top des masques
et ça engendre voilà, un faible sentiment de protection. Alors, juste pour l'anecdote, j'ai trouvé très, très amusant cette nuit de rêver, ça m'a réveillée au petit matin, de rêver que je faisais une conférence et que j'avais oublié d'emporter mes notes. Et donc, mes notes, vous voyez, c'est de l'angoisse de castration. Je me disais, bon, il va falloir que je fasse ma conférence sans mes notes. Et c'est tout à fait l'illustration du travail de l'inconscient dans le sommeil et de la manifestation de cette angoisse. Mais pour d'autres personnes, il va s'agir d'une angoisse de type dépressif. Plutôt des deuils, des pertes. Et on peut être confronté à des gens qui vont plutôt manifester ça. Et enfin, alors dans nos clients, on n'en a pas obligatoirement tant que ça, mais quand même, il y a les angoisses qui concernent plutôt les structures psychotiques, qui peuvent, elles, avoir des sentiments, des peurs d'annihilation de l'être. Alors, l'angoisse reste cependant une énigme pour Freud, et dans une thèse qui a été écrite à Toulouse par une étudiante qui s'appelle Marie-Jean sur l'angoisse dans la clinique, elle dit quelque chose que je trouve très important et très utile pour nous. Elle dit qu'il faut se poser la question d'attraper du réel. D'attraper du réel. Qu'est-ce que c'est qui tord le ventre? Qu'est-ce que c'est qui fait vomir? Et qu'est-ce que c'est que cette répétition de ce qui nous étreint, dit-elle. Il y a la question de la répétition. Et donc, on va revenir sur l'idée de la répétition, mais surtout, elle invite à traiter le réel et à poser la question de l'essentialité de la personne et de ce à quoi elle s'attache. Est-ce que c'est ses enfants? C'est vital pour elle. Est-ce que c'est son travail? Est-ce que c'est son statut professionnel? Est-ce que c'est sa survie économique, son entreprise? Qu'est-ce qui est essentiel? Et donc, ça peut être intéressant comme piste avec nos clients en coaching. Mais ayons en tête que bien souvent, tout ça, c'est de l'inconscient et c'est une rencontre avec un facteur traumatique. Alors, je disais que ça peut être une répétition, une réapparition. Alors, c'est là où le coach n'est pas obligatoirement thérapeute, mais vous savez que nous pouvons être confrontés à des traumatismes infantiles dans l'histoire du sujet, de la personne, et théoriquement, nous ne connaissons pas cette histoire infantile, mais qui peut être marquée par des traumatismes importants qu'on peut revivre en période de pandémie, comme ça peut être avoir perdu ses proches, comme ça peut être avoir vécu des violences sexuelles ou des maltraitances, avoir manqué de nourriture, que sais-je. Donc, tous ces traumatismes sont susceptibles de remonter à la surface par la chaîne associative et à la vitesse de la lumière, passant la barrière du refoulement. Sauf que la personne n'est pas toujours en capacité de le reconnaître et elle peut avoir besoin de notre aide. C'est le retour du refoulé dont on parle. N'oublions pas que l'enfant en nous est toujours présent et que nous sommes contemporains de l'enfant que nous avons été. Alors Jacques Lacan, lui, il dit que l'angoisse, c'est ce qui ne trompe pas. Il dit, c'est quand le danger prend forme. L'angoisse, dit-il, c'est quand apparaît dans cet encadrement ce qui était déjà là, beaucoup plus près à la maison. Et donc, maison est à prendre dans tous les sens du terme. Moi, j'ai pensé à des exemples de coaching où, par exemple, des personnes fonctionnent très bien dans leur poste, arrive à nouveau une nouvelle responsable qui apparemment a beaucoup d'autorité, voire est très autoritaire, et subitement, ces hommes ou ces femmes qui étaient cadres sans difficulté se retrouvent effondrés psychiquement, terrifiés, dans des angoisses majeures d'anéantissement, en burn-out, en arrêt de travail, pour dépression. Et bien souvent, il faut un travail pour que leur apparaisse le lien associatif
avec leur mère ou leur père, sorte d'imago archaïque, terrifiante, qui a été introjectée pendant l'enfance. Hein, et donc, le milieu professionnel devenant un lieu où se déplace cette problématique et qui est de nature plutôt régressive, hein, et projective. Donc, nous ne pouvons pas toujours agir là-dessus. Alors, il semblerait que pendant le confinement, il n'y ait pas eu beaucoup d'angoisse, qu'il y ait une baisse de l'angoisse. Et une des hypothèses, c'est que nous avons ressenti finalement un fort sentiment de sécurité, comme dans un ventre maternel, hein, où voilà, nous ne serions pas en danger. Et alors Freud et Lacan se rejoignent sur l'idée, c'est une idée intéressante, que l'angoisse, c'est la répétition d'un événement important et significatif vécu par le sujet lorsque s'opère la naissance, la venue au monde. Instant générique premier, disent-ils, où chacun se confronte à la rencontre pour la première fois avec l'affect, qui est lié à l'étroitesse de la respiration. Et donc, inscription mnésique, hein, de mémoire dans le corps, qui risque de se reproduire à chaque fois que nous avons de l'angoisse. Et d'ailleurs, les personnes asthmatiques redoutent beaucoup le virus, hein, et la maladie respiratoire. Et au moment de revenir dans la vie, il y en a qui ont beaucoup d'angoisse, justement en pensant que le virus peut être présent par rapport à elle. Retenons donc que la naissance serait le prototype de l'angoisse. Et donc, avec le déconfinement, risque de remonter à la surface cette angoisse de sortir du ventre maternel et de se retrouver face à toutes sortes de dangers, hein, un monde dangereux, et nous pouvons être à nouveau étreints comme le nouveau-né par cette angoisse. Alors, nous sommes très inégaux, donc certains ont un narcissisme assez solide, d'autres ont intégré une instance psychique qui a été développée par le psychanalyste Didier Anzieux, l'idée du moi-peau, qui sert d'amortisseur contre les attaques extérieures. Mais là, nous sommes très inégaux. Les structures borderline, en général, justement, n'ont pas ce moi-peau amortisseur. Quoi qu'il en soit, vous voyez, il y a des grandes inégalités dans la capacité à supporter l'angoisse. C'est pour ça que dans nos clients, peut-être que vous pourrez le dire, certains ont l'air d'avoir très très bien supporté la période et finalement manifestent peu d'angoisse. Maintenant, ne nous y trompons pas. Quand nous disons que nous allons bien et quand nous disons qu'il n'y a pas de problème, eh bien, cette angoisse latente, elle chemine, elle chemine. Voilà, je vais terminer ce petit exposé par un exemple de mécanisme de défense face à l'angoisse, un exemple concret, qui est celui de la sidération mentale, de l'inhibition de la pensée lorsque les émotions bloquent les cognitions, lorsque le limbique empêche le cortex de fonctionner. Donc, c'est une expérience que j'ai souvent vécue lorsque j'étais dans mes nombreuses activités en poste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pendant 10 ans à assurer une consultation en double avec un grand chirurgien, et j'étais là en tant que psy pour participer aux annonces de cancer et en particulier de cancer de prostate. C'était très intéressant de voir comment le professeur, qui était assez brutal, annonçait au patient son cancer et lui disait, bon, ben, le lendemain de l'opération, vous serez castré. Vous imaginez l'effet que ça peut avoir sur un homme quand on lui dit ça brutalement. Et je voyais bien que le patient était sidéré. Le professeur avait beau lui expliquer les diverses options médicales, il n'arrivait pas à se décider, bien sûr, puisqu'il était en état de sidération. Et donc, je devais intervenir. Et la première chose que je demandais à la personne, c'est ce que ça lui faisait. Et la personne, souvent, avait une émotion, des larmes, ce qui dérangeait beaucoup de chirurgiens, mais qui permettait au patient, par l'abréaction émotionnelle qui est tout à fait salutaire, qui nous redonne de la liberté, c'est pour ça que les larmes, c'est génial, remettait sa pensée en mouvement.
Ensuite, si je puis dire, je lui prêtais mon cerveau, c'est-à-dire que je formulais des hypothèses d'angoisse. Est-ce que c'est l'angoisse de mort? Est-ce que c'est l'angoisse de la sexualité abîmée? Est-ce que c'est l'angoisse de perdre l'amour de la jeune épouse? De quoi s'agit-il? Et bien souvent, ça aidait le patient à se positionner très vite et du coup, il faisait une réponse précise et le professeur pouvait apporter une réponse précise qui enfin pas renarcissisait le patient, qui le rassurait et qui l'aidait justement à pouvoir opter. Donc, on voyait en très peu de temps comment la personne passait de la sidération mentale à la capacité à nouveau à réfléchir. Je pense qu'avec nos clients en coaching, nous pouvons faire quelque chose du même ordre. Quand on les voit très angoissés, c'est leur prêter notre cerveau. Voilà, j'en ai terminé sur cette première partie théorique et peut-être pour dire, vous voyez, dans cette conclusion de cette partie-là, et on va voir vos questions, c'est que ce qui est très important, c'est que par rapport à l'instance psychique du ça pulsionnel, du moi puisse advenir. Et donc, il s'agit vraiment d'un travail de civilisation auquel le langage participe, contribue massivement. C'est vraiment l'importance de la parole. Et donc, dans nos métiers, bien évidemment, la parole est tout à fait centrale. Dans une époque où il y a beaucoup de numérisation et peut-être de moins en moins de quelque chose qui est de l'ordre de l'alphabétisation au sens de la parole. Voilà pour cette première partie. Je m'arrête et on va voir vos questions, vos réactions, etc. Merci beaucoup, Marie-Josée. Écoute, il n'y a pas de questions, c'est-à-dire que tu as peut-être, je ne sais pas si… En tout cas, il y a une remarque de Stéphanie Dagen, oui. une qui dit voisine. Alors, Noter la perversion ordinaire du psychanalyste Jean-Pierre Lebrun. Oui. Mais j'entends pas ce que tu dis, Sophie. Oui, alors je reprends. Donc, il y a une remarque de Stéphanie, c'est ça, qui dit, qui parle de la perversion, qu'on peut lire à ce sujet, la perversion ordinaire du psychanalyste Jean-Pierre Lebrun. Et puis également, Françoise qui nous partage, quelqu'un qui nous partage qu'elle a vécu également des expressions somatiques parce que sa mère était en EHPAD et qu'elle, dans la situation qu'on sait. C'est ça. Vomissements, etc. C'est ça. Et je pense que c'est vraiment important de pouvoir, puisque nous sommes plus développés qu'un certain nombre de personnes sur le plan psychique, je pense que c'est important que nous arrivions justement à formuler pour nous-mêmes ces angoisses. De quelle angoisse s'agit-il? L'angoisse de la mort du parent, l'angoisse de ne pas pouvoir l'accompagner dans sa fin de vie, et qu'à partir de là, nous voyons comment faire. Alors, si je peux enchaîner, alors sur le stress, la différence. Le stress, si on le définit classiquement, c'est un état de tension interne, donc de tension interne, lorsque l'organisme se met en alerte face à une menace. Mais la menace, ça peut être j'ai un train à prendre, je dois finir un travail. Et donc, à ce moment-là, je vais mobiliser toutes mes ressources physiques, psychologiques, intellectuelles, etc., pour vaincre cette menace. Et c'est vrai que je vais avoir des manifestations souvent somatiques, mais qui peuvent être aussi comportementales. Je cours à toute vitesse, psychologiques, je deviens irritable ou je m'isole, etc. Et vous connaissez ces effets sur la santé, où je vais fabriquer plus de sucre, par exemple, pour être capable d'aller vite, et de l'adrénaline, etc. Mais vous savez que le stress, on parle du bon stress, celui qui nous mobilise, et qu'on peut dire que c'est un mal nécessaire dans un certain nombre de cas. La question, c'est est-ce qu'il mobilise nos ressources adaptatives dans la durée ou pas? Un stress, un pic d'angoisse n'est pas très dangereux. En revanche, le problème, c'est quand ça dure. Et là, avec la crise, la pandémie qui risque de durer, on peut craindre qu'il y ait des stress qui durent.
on sait que quand quelqu'un est dans un niveau de stress élevé pendant, en moyenne, hein, c'est des statistiques globales, 6 mois, il va quasi inévitablement aller vers les issues dramatiques que vous connaissez en analyse transactionnelle, soit tomber malade, soit malade physiquement, donc soit tomber malade psychiquement, une dépression, une tentative de suicide, soit commettre un délit, voler parce qu'il n'a plus d'argent, etc., soit mourir en se suicidant ou en ayant des comportements à haut risque. Donc, ces issues dramatiques, elles sont beaucoup à redouter quand le stress dure et surtout quand il n'y a pas de détente. Vous savez que ce qui est très important, c'est que soit associé de la détente pour remettre l'organisme en équilibre. Donc, toutes sortes de formes de détente, hein, vous connaissez ça, que ce soit par l'activité corporelle qui permet vraiment de la décharge, le sport, etc., que ce soit la décharge émotionnelle, les pleurs, les cris, que ce soit par la parole, l'élaboration par la parole. Après, il y a plein d'autres moyens, la méditation, la relaxation, la créativité, aller dans la nature, enfin que sais-je. Là aussi, avec nos clients, nous pouvons explorer leurs moyens de ressourcement et peut-être leur suggérer de renforcer ça. Hein. La solution, elle est dans le plaisir. Quand nous sommes stressés, c'est important de se faire une ordonnance de plaisir. Hein. Alors, vous savez bien sûr que le stress est engendré par des mécanismes internes qui sont liés à notre éducation. Hein. Vous connaissez les drivers, soit forts, soit parfaits, et que nous pouvons nous persécuter nous-mêmes. Hein. Mais vous savez aussi que le stress peut être dû à des événements extérieurs, comme l'organisation du travail, le management, les rythmes de vie, etc. Hein, et donc, c'est intéressant d'aller démêler tout ça dans notre travail de coaching. C'est ce qu'on fait souvent. Alors, après, évidemment, il y a soit on est dans des approches comportementales, cognitives, qui présentent leur intérêt, mais qui ont aussi leurs limites, hein, une sorte de thérapie du bonheur, soit on a la possibilité d'approfondir un peu plus et de faire un peu de lien, un peu d'aller-retour et descendre un peu dans les niveaux de profondeur. Hein. Donc voilà, en gros, sur le stress et la différence, vous voyez, avec l'angoisse, ce n'est pas tout à fait de même nature, même si les deux peuvent se conjuguer. Des questions ou des réactions, Sophie? Alors, il y a une question de Joël. Driver égale surmoi, point d'interrogation. Alors, les drivers sont donc ces injonctions, souvent parentales, reçues dans notre angoisse, reçues dans notre enfance, et qui, oui, bonjour le lapsus, injonctions parentales reçues dans notre enfance et qui continuent donc à nous driver, hein, nous continuons à obéir si on n'a pas fait un travail sur soi pour les affaiblir. Ça a quelques liens effectivement avec le surmoi, avec cette instance interditrice, mais qui peut-être porte sur des interdits majeurs. Le surmoi, c'est l'interdit de l'inceste. On est dans des problématiques existentielles majeures, hein, mais il y a effectivement du lien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Alors, je vais peut-être relayer l'idée de Stéphanie à nouveau d'Agen. Donc, j'aime l'idée d'ordonnance de plaisir, mais je peux redouter, comme coach et psy aussi, que notre monde moderne cherche un peu vite à faire taire les messages interpellants du stress et de l'angoisse avec une tartine de positivité rapide. Ça flottait un peu ta voix. Si Sophie peut me redire la phrase. Oui, en fait, l'idée, c'est donc Stéphanie, qui est à Agen, qui est coach et psy, qui propose en fait qui nous dit que le monde moderne cherche peut-être un peu vite à faire taire l'angoisse et le stress
avec une tartine de positivité, une injonction à être heureux, à être positif, etc. Oui, ça, tu as bien raison. Camoufler et un peu calmer l'angoisse, en fait. Oui, oui, Hein? c'est vrai que ça, je ne l'ai pas encore dit, mais je comptais l'aborder à un moment, c'est que notre société extrêmement narcissique nous fait une pression terrible, nous demande d'être super, super performant dans tous les domaines. Et ça, bien sûr, est générateur d'angoisse, puisque nous sommes, entre guillemets, castrés, pas tout puissants, imparfaits, mortels. Et donc, on voudrait peut-être nous faire croire que tous les moyens positifs, etc., sont miraculeux. Bien souvent, ils cherchent à colmater un peu l'angoisse. Ils peuvent aider hein, quand même, mais un travail plus approfondi sur soi, finalement, c'est une des vertus de la psychanalyse, permet d'aller aborder, mais il n'y a pas que la psychanalyse, hein, permet d'aller aborder les questions du sens de sa vie, de qui suis-je, qu'est-ce qui est, voilà, comment je m'explique, je me raconte mon parcours sur cette terre, comment je me perçois dans l'univers. Et donc, bon, il y a diverses manières de travailler ces sujets. Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui compte. C'est une certaine vision. Est-ce que tout est poison? J'ai du mal à répondre à ça. Quelles frontières et limites vous? Je ne vois pas la suite. Pour faire face à notre angoisse, comment exercer notre arbitrage, santé, économie, liberté relationnelle? Donc, c'est Isabelle qui pose la question. Tu parles voilà. de notre angoisse à nous? Notre angoisse à nous en tant que coach? La nôtre et celle des coachés. En fait. Alors, là, j'anticipe un peu sur une recommandation que je pourrais faire à nos coachs et en reprenant nos activités d'une façon plus intense. Je pense qu'il est fondamental que nous commencions par faire notre propre examen émotionnel, introspectif, justement, de nos propres angoisses, comment on a vécu cette période, qu'est-ce qu'elle nous apprend sur nous, qu'est-ce qui demeure de nos angoisses, qu'on ne soit pas non plus trop dans les projections vers nos clients, qu'on soit dans un état de suffisante disponibilité mentale pour accueillir leur vécu à eux. Donc, je pense vraiment qu'il y a à y penser hein, quand on va démarrer. Après, on peut être pris dans nos angoisses de survie économique et c'est pas négligeable. Hein, c'est pas négligeable. Oui, d'autres questions? Alors, une question sans doute que tu vas aborder un peu plus tard. Je suis intéressée, dit la personne, pour connaître quelles frontières et limites tu mets entre coaching et psychothérapie à propos du traitement de l'angoisse. Donc oui, ça, je pense que tu je vais en parler effectivement un peu plus loin. C'est clair qu'il y a des divergences et des convergences hein, dans le travail que nous menons, mais peut-être si la personne veut bien attendre, je ferai ça un peu plus tard. Hein. Ouais. Est-ce que je peux enchaîner? Ouais. Juste une petite remarque, moi ça me faisait penser aussi à l'hypermodernité, ce que tu disais tout à l'heure, hein, l'homme hypermoderne de Vincent de Goljac, tu n'as pas cité, et voilà, hein, qui campe un peu le décor de ce contexte dans lequel on est installé depuis donc je pense que ça peut être aussi des lectures et une approche intéressante pour aussi regarder notre contexte actuel. C'est vrai, c'est vrai. Juste un petit mot aussi sur un petit message que j'ai vu passer où l'angoisse est normale. Oui, l'angoisse est normale, puisque nous sommes confrontés à la vie, à la mort et à notre mort, voilà, qui viendra un jour, et aux morts, diverses morts de ce à quoi nous tenons, hein, l'essentiel pour nous. Donc, on ne peut pas espérer gommer l'angoisse, c'est le propre de l'humain. Hein.
Alors après, il y a des religions, des philosophies qui aident à supporter cette angoisse, à se projeter dans diverses modalités, la métempsychose ou autre. Hein, voilà. Alors si je peux enchaîner à ce moment-là sur l'angoisse dans le monde professionnel, bon, là aussi pour tous ceux qui sont expérimentés, vous savez qu'on en voit de nombreuses manifestations, de nombreux symptômes, alors qui vont prendre toutes sortes de formes dans les entreprises, où justement on nous appelle pour ça, parce que il y a par exemple des phénomènes de boucs émissaires, de harcèlement, donc des angoisses fortes chez certaines personnes hein, qui se sentent détruites par l'autre, des sentiments d'injustice, des sentiments de solitude, de ne pas être entendu, qu'il peut y avoir de la perversion justement qui est destructrice, des conflits dans lesquels on peut être pris. Donc il y a c'est tout les pulsions agressives qui sont à l'œuvre et les pulsions sexuelles qui sont dans l'entreprise et les pulsions d'autoconservation. Donc tout ça est à l'œuvre dans les jeux de pouvoir, dans la dépendance, etc. Et on sait bien que les manifestations, ben, ça peut être ce qu'on appelle les risques psychosociaux, donc les dépressions, les décompensations, les somatisations, les augmentations d'addiction, hein, puisqu'on sait que le stress, par exemple, favorise les addictions, mais en même temps permet de se donner du plaisir. Voilà. Donc, dans les entreprises, on va avoir la jonction de stress et d'angoisse plus profonde. Et certainement qu'il y a des angoisses très violentes d'anéantissement, quand par exemple on est en permanence sujet à critiques, reproches, attaques, et que la personne doute complètement d'elle-même, perd complètement confiance en elle, ou l'angoisse de castration, quand on ne se sent plus compétent, quand on doute de sa capacité à être performant. Hein, donc les angoisses sont très nombreuses dans le monde professionnel. Après, justement, comment les acteurs font-ils par rapport à ces diverses manifestations? À mon sens, pas très très bien. Je pense d'abord que beaucoup de personnes refoulent, ne s'écoutent pas vraiment et ne s'entendent pas vraiment dans leurs angoisses profondes, dans leurs souffrances, et qu'elles sont dans la méconnaissance souvent du drame intérieur qui se joue à l'intérieur, qui se joue en elles, hein, de ces conflits intrapsychiques, et que justement un certain nombre d'entre elles vont jusqu'à en tomber malades. Alors finalement la maladie, ça peut être intelligent, hein, ça peut permettre de se mettre hors circuit un moment pour se reconstituer. Il y en a d'autres qui choisissent l'attaque, la révolte, qui lancent des procédures judiciaires de harcèlement, dont on sait que ça a énormément augmenté, hein, les procédures judiciaires. Puis il y en a d'autres qui choisissent la survie, une reconversion professionnelle, partir à la campagne, dans un autre job, etc. Donc on est bien dans soit j'attaque, soit je fuis. Chacun fait avec les stratégies qui lui vont. Mais on peut dire quand même d'une façon générale, les acteurs, enfin les salariés par exemple, ne savent pas toujours bien faire face à l'angoisse. Mais les autres acteurs aussi. Certes, on a mis en place des formations aux risques psychosociaux, en management, développement du bien-être, etc. C'est une bonne chose. On a mis en place des SOS en ce moment qui fonctionnent pas mal, des SOS dans des entreprises où des psys peuvent accueillir la parole en confidentialité et soutenir. Donc ça, c'est quand même des progrès. Concernant le corps, si négligé, on voit quand même dans les entreprises du yoga, de la méditation transcendantale ou autre. Donc on voit quand même que le corps est pris en compte. Bon, on voit quand même qu'il y a un progrès des directions quand même, des managers qui se préoccupent un petit peu plus de la qualité de l'écoute, de la bienveillance, de donner du sens, de la reconnaissance. Mais enfin,
ça reste souvent superficiel, éphémère, et rares sont ceux qui prennent vraiment des décisions fortes pour protéger les salariés de conditions de travail ou d'un management trop pathologique. Alors souvent aussi parce qu'ils ont peur des impacts judiciaires ou financiers, hein, s'il y a des décompensations, des suicides, etc. Alors les acteurs de prévention font ce qu'ils peuvent. Les médecins du travail, on sait qu'ils ont de moins en moins de possibilités. Les représentants syndicaux, etc., font aussi ce qu'ils peuvent. Et puis les responsables des ressources humaines sont eux-mêmes pris dans l'angoisse de leur job, sont des récepteurs de l'angoisse des salariés, alors qu'ils ne sont pas formés pour ça, ils n'ont pas de supervision, ce n'est pas leur métier, et pour autant, ils sont envahis par l'angoisse de mort, par exemple, de certains salariés, et ils peuvent se montrer parfois froids, pas empathiques, gestionnaires, etc., pour se défendre, hein, de l'angoisse. Donc, mon sentiment, c'est qu'il y a des progrès, mais que ce n'est pas non plus génial. Hein. Bon. Je ne sais pas s'il y a des réactions là-dessus ou des questions. Pas de questions, pas de réactions sur ce sujet-là. D'accord. Mmh. Alors, si je continue, que pouvons-nous faire, nous, en tant que coach, face à l'angoisse? Moi, je crois que notre rôle principal, c'est que quand nos clients sont quelque part devenus objets, hein, qui ne sont plus en capacité de penser, de se penser, de choisir leurs orientations, il n'y a plus la liberté de penser, justement, qui sont dans la souffrance, une souffrance plus ou moins bien perçue, nous avons à leur permettre de se retrouver sujets. Nous avons à leur permettre de se retrouver sujets. Alors, comment faire? Et je le disais tout à l'heure, le langage est tout à fait important, hein, les aider à formuler les peurs, les affects, aussi ce qui se passe dans le corps. Moi, je m'autorise à questionner un peu mes clients légèrement, sans intrusion, s'il y a quelques symptômes, je ne sais pas moi, de troubles alimentaires, de troubles du sommeil, ce genre de choses. Et donc, ça donne des indications. Je pense aussi que le coach, par sa personnalité, par sa personne, peut faire contenant à l'angoisse, et qu'il peut faire de l'étayage pour les personnes que nous accompagnons en difficulté. Si lui-même est en sécurité ontologique, si lui-même est à la bonne distance, et qu'il a la capacité à aider l'autre à remettre de la structure en lui et dans sa vie, remettre des horizons, remettre de la hauteur, et finalement qu'il l'aide à retrouver de la puissance, qu'il l'aide à retrouver ses ressources, à s'appuyer dessus. Et donc, je pense vraiment que la personnalité du coach dans le transfert a beaucoup d'importance pour aider l'autre à se reconstituer. Et qu'il a, face à l'angoisse, à aider la personne qui l'accompagne à attraper du réel. Je pense à un client là que j'accompagne, qui a des très grosses responsabilités dans une très grande entreprise et qui me disait, alors qu'il est très obsessionnel, hyper bosseur, il me disait, je ne sais pas ce que j'ai un ras-le-bol, d'habitude j'ai pas ça. Et l'aidant à formuler tout ce qui s'était passé pour lui ces temps derniers, il a réalisé qu'il avait perdu sa mère il y a 3 semaines, qu'il avait été opéré du cœur il y a 2 mois et qu'il était à risque, qu'il avait donc peur de la contamination, ce qui le rendait un peu agressif dans des réunions où les collègues ne respectaient pas la distance sociale. Il s'est rendu compte que son fils, qui est actuellement à la maison, travaille dans un EHPAD et pourrait apporter le virus à la maison, qu'il a un boulot